Cours des clics, la clé de votre réussite, vous présente les corrigés du bac. Bonjour et bienvenue dans l'émission qui vous dévoile vos chances de réussite au bac grâce aux corrigés vidéo. Aujourd'hui, épreuve de physique-chimie série S, l'épreuve obligatoire, exercice numéro 1, les 3 records de Félix Baumgartner. Cher professeur, bonjour. Bonjour. Que fallait-il faire pour résoudre cet exercice numéro 1? Alors, on va commencer par la première partie. Donc, il fallait indiquer la force responsable de l'ascension du ballon. Donc, comme indiqué dans l'énoncé, c'est la poussée d'Archimède. Ensuite, pour la deuxième question, il fallait faire le bilan des forces qui s'exercent sur le système. Donc, dans le schéma, j'ai représenté le ballon, ainsi que la force du poids qui est dirigée vers le bas et la poussée d'Archimède qui est dirigée vers le haut. Ensuite, pour la question 3, il fallait vérifier par un calcul que le ballon peut décoller. Donc, ce que je vous propose, c'est de calculer la résultante des forces sur l'axe OZ. Donc, on exprime le poids comme moins mg et la force de la poussée d'Archimède comme donné dans l'énoncé, ρ fois v fois g. Donc ici, attention, pour ρ, il fallait prendre la valeur donnée pour la troposphère dans l'énoncé et non pas pour la stratosphère. On fait une application numérique et on trouve 3 10 puissance 4 newtons, qui est une valeur positive. Donc la résultante des forces, comme sur le schéma, est dirigée vers le haut, ce qui permet en fait au ballon de décoller. Ensuite, pour la question 4, on nous indique que le mouvement du système après quelques minutes est considéré comme rectiligne uniforme. Donc ça signifie qu'il faut utiliser le principe d'inertie. On sait donc que dans ce cas-là, la somme des forces est nulle, donc on exprime P plus la force d'Archimède plus les forces de frottement qui ont une résultante nulle. Attention, ici, il faut noter que dans l'énoncé, on nous indique que la force de la poussée d'Archimède reste une constante. Il ne faut donc pas refaire le calcul de FA en utilisant des valeurs différentes, par exemple en se passant dans la stratosphère, mais au contraire garder les valeurs qu'on a trouvées à la question 3. On obtient donc tout simplement petit f égale moins 3 10 puissance 4 newtons. Ensuite, on peut passer à la deuxième partie sur le saut. Donc la première question était déterminer la valeur de l'accélération pour t inférieur à 20 secondes. Donc on utilise la courbe 1, comme c'est indiqué, et on voit qu'en fait, à l'origine, la courbe est linéaire pour t inférieur à 20 secondes. Il nous suffit donc de prendre un point sur le graphique. Donc par exemple, à 20 secondes, on voit que la vitesse est de 200 mètres par seconde. On calcule donc ainsi le coefficient directeur de cette droite et on obtient une accélération de 10 mètres secondes moins 2. Ce qui est environ égal à g, l'accélération de la pesanteur. Le commentaire qu'il fallait faire ici, c'était donc que c'est un mouvement de chute libre, ce qui signifie que les frottements sont très faibles dans cette partie du saut. Ensuite, pour la deuxième question, on nous demande si lors du saut, on atteint une vitesse supersonique. Alors, on nous indique dans l'énoncé que la vitesse d'un mobile dans un fluide est dite supersonique si elle est supérieure à la célérité du son dans ce fluide. On se place donc à un endroit sur la courbe, on choisit l'endroit où la vitesse est maximale, ce qui nous paraît finalement logique puisque c'est le moment où on aura le plus de chances d'atteindre une vitesse supersonique. Donc on voit sur la courbe 1 que c'est à l'instant t égale 50 secondes. On mesure la vitesse, on trouve à peu près 370 mètres par seconde et on se reporte sur la courbe 2 à l'altitude. Donc on voit ici qu'en 50 secondes, on est entre 25 et 30 km d'altitude. On utilise donc le tableau donné dans l'énoncé qui nous donne la célérité du son en fonction de l'altitude. On voit qu'à cette altitude-là, la célérité du son est d'environ 300 mètres par seconde, ce qui est inférieur à la vitesse de Félix Baumgartner. On en déduit donc qu'il a atteint ici une vitesse supersonique à t égale 50 secondes. Alors, ensuite, donc on passe à la question 3 où on doit calculer la variation d'énergie mécanique entre le moment où Félix Baumgartner saute et le moment où il atteint sa vitesse maximale. Donc, calculons d'abord l'énergie mécanique à t égale 0, le moment où il saute. Donc l'énergie mécanique, c'est, d'après le cours, la somme de l'énergie potentielle de pesanteur et de l'énergie cinétique. Ici,
quand il commence à sauter, sa vitesse est nulle, d'après la courbe 1. L'énergie cinétique est donc négligeable. On obtient donc EM égale mgz. On fait une application numérique en utilisant l'altitude donnée dans le petit paragraphe au tout début de l'énoncé, puisqu'on nous dit qu'il atteint l'altitude de 39 045 mètres. On obtient donc EM égale 1,1 10 puissance 9 joules. Ensuite, on effectue le calcul au moment où il atteint sa vitesse maximale, c'est-à-dire t égale 50 secondes, comme on l'a constaté dans la question précédente. Ici, on a donc deux composantes dans l'énergie mécanique, à la fois l'énergie potentielle de pesanteur et l'énergie cinétique. On utilise les formules qu'on connaît bien, c'est-à-dire EPP égale mgz et EC égale 1,5 de mv carré, en utilisant pour z la valeur qu'on mesure sur la courbe 2 à t égale 50 secondes, donc 28 km, et pour v, la valeur qu'on observe également à 50 secondes, 370 mètres par seconde. On obtient 1,0 10 puissance 9 joules. Donc le commentaire qu'il fallait faire ici, c'est qu'on observe une variation qui est faible, ce qui signifie qu'on a peu de frottement dans cette première partie du saut, ce qui était déjà ce qu'on avait constaté en fait à la question 2.1. Ensuite, pour la question 4, on nous donnait trois schémas où on représentait P le poids et F les frottements. Et il fallait déterminer, en fait, il fallait affecter ces schémas à trois dates différentes, 40, 50 et 60 secondes. Donc, ce qu'il fallait faire ici, c'était mesurer sur les trois schémas la longueur des flèches représentant les forces P et F et représenter la résultante des forces, donc c'est-à-dire la somme des deux vecteurs P et F. Donc j'ai reproduit ici les trois schémas et en rouge j'ai représenté la résultante des forces. On voit qu'en A la résultante des forces est vers le haut, en B elle est vers le bas et en C elle est nulle. Ensuite on utilise la deuxième loi de Newton qui nous dit que la résultante des forces est égale à m fois l'accélération et on lit la courbe 1. Sur la courbe 1 on voit qu'en 40 secondes la vitesse augmente, l'accélération est donc positive vers le bas. C'est-à-dire que la chute s'accélère. AT égale 50 secondes, l'accélération est nulle. Et AT égale 60 secondes, la chute ralentit. On peut donc affecter le schéma B à l'instant T1, le schéma C à l'instant T2 et le schéma A à l'instant T3. Ensuite, la question 5. On nous demande de déterminer l'altitude à laquelle on ouvre le parachute. Donc ici, il suffisait de lire la courbe 2, puisqu'on nous dit qu'en fait, on a représenté l'évolution temporelle de l'altitude jusqu'à l'ouverture du parachute. On lit donc la dernière altitude observée, soit 3 km. Ensuite, on nous dit qu'on suppose que le système a un mouvement rectiligne et uniforme après l'ouverture du parachute et jusqu'à l'arrivée au sol. Il faut alors déterminer la valeur de la vitesse du système durant cette phase du mouvement. On nous rappelle que le saut a une durée totale de 9 minutes et 3 secondes. Donc finalement, on sait que Felix Baumgartner parcourt 3 km pendant un temps t égale 9 minutes 3 secondes la durée totale du saut, moins 4 minutes 20 secondes la durée où il saute en chute libre sans parachute. On obtient finalement une durée de 4 minutes et 43 secondes, soit 283 secondes, et on obtient sa vitesse en faisant tout simplement 3 km divisé par 283 secondes, soit environ 10 mètres par seconde. Et enfin, pour la dernière question, 2.6, on nous demande pour acquérir la même vitesse à l'arrivée au sol, de quel étage Felix Baumgartner aurait-il dû sauter? Donc ici, je n'ai pas détaillé le calcul puisque c'est tout simplement un exercice de chute libre que vous connaissez bien. Donc en faisant tous les calculs nécessaires, on trouve que finalement il aurait dû sauter d'une altitude de 4,9 mètres, soit à peu près du haut de 2 étages, donc un immeuble de un rez-de-chaussée plus un étage. Donc si on peut commenter, on observe finalement que c'est une chute c'est une vitesse qui peut être quand même assez dangereuse, et donc il y a probablement en fait, on espère pour lui tout du moins, qu'il ralentit beaucoup avant l'arrivée au sol. Et que le modèle de la chute rectiligne uniforme avec le parachute est peut-être inexact. Voilà, c'est tout. Cher professeur, je vous remercie.
Cette vidéo a duré le temps de la chute. À bientôt pour d'autres corrigés écrits sur mcotv.fr. Cours des clics, la clé de votre réussite vous a présenté les corrigés du bac.